Donc, ma première, qui n'est pas une question, mais est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement donc, votre parcours et comment vous en êtes arrivé là? Ouf. Il faut faire court, tu m'as dit. Oui. Alors, donc je suis une fille d'agriculteur. On était 3 filles, j'étais l'aînée. Ma mère m'a poussée à faire de l'agriculture. Moi, j'ai toujours été passionnée par la nature et tout ça. Donc, j'ai un brevet de technicien agricole. Sauf que il n'y avait pas de terre pour moi, donc il fallait que j'épouse un paysan. C'est ce que j'ai fait, mais il n'avait pas de terre, donc on a fini par dévier. Et puis j'ai été dans une société de fourniture, déjà de légumes, marché en gros. C'est un grossiste, donc j'ai fait caissière facturière. Et puis 3 ans après, on m'a embauchée sur une fourniture de bureau, un grossiste. Et là, j'ai fait tous les métiers. Pendant 18 ans, gestion des stocks, secrétaire administratif et commercial, commercialisation à la route, etc., etc. Donc j'avais, si tu veux, j'allais visiter des gens qui tenaient des boutiques. Et qui était chef d'entreprise. Et puis, au bout de 18 ans, j'ai un client qui a acheté son 3e magasin, qui voulait un directeur. Donc, j'ai donné ma démission, j'ai postulé pour ce poste-là. Et ça a duré 8 mois. Et 8 mois, on ne s'est pas entendu. Moi, je me suis retrouvée chômage à 43 ans. Je venais de vendre ma maison de Touraine. J'avais divorcé entre-temps, etc. Et j'avais de l'argent. Et j'ai mis des recherches pour avoir un magasin, une maison de presse. Parce que j'avais conseillé pas mal de temps ces gens-là. Et donc, cette maison de presse m'est tombée dessus en liquidation judiciaire. Et j'ai postulé. Et donc, j'ai tenu ça 10 ans. Et pendant ces 10 ans de temps, j'ai vu l'évolution. Bon, déjà, l'évolution de chef d'entreprise. L'évolution du système qui te bouffe jusqu'à la moelle. Les salariés qui n'en ont rien à foutre, elles étaient adorables, hein, moi j'ai pu bosser, mais une salariée, dès qu'elle avait franchi la porte, c'est fini. Toi, tu as toutes les emmerdes, les nuits blanches, les machins, les soucis, là, et pendant 10 ans. 10 ans. Et comme c'était une librairie, quand même, une librairie presse-papeterie, et ben cette librairie, elle m'a bousculée. Pourquoi ? Parce que j'ai eu des livres, j'ai des conférenciers qui sont venus, parce que j'avais une salle que j'avais aménagée. Et je suis mis le nez dans ce que j'appelle le développement personnel. Et on m'a dit, mais tu sais, tu es responsable de ta vie, pas coupable, mais responsable, donc tu peux modifier les choses. Je dis, ok, je veux bien, mais dites-moi comment il faut faire. Ah oui, mais là, c'est plus compliqué. Donc, c'est là où, si tu veux, pendant 10 ans, la librairie m'a bousculée, m'a fait comprendre que arrêter d'être victime du système, arrêter d'être victime de machin, même si moi, ça touchait des problèmes financiers, parce que reprendre un magasin en liquidation judiciaire, c'est très chronophage et tout. J'ai perdu beaucoup d'argent en plus. Hein. J'ai mis 180 000 € et il m'est resté 55 000 quand j'ai tout payé. Et là, tu dis, est-ce que tu as fait une bonne affaire ? Non, pas spécialement. Mais par contre, je me suis enrichie à l'intérieur. Donc, entre-temps, cette maison de presse, la banque m'a suivi pour acheter cette maison avec un copain qui, au bout d'un an et demi, m'a dit je me casse, ok. Et c'est mon fils qui m'a aidé. Donc, cette maison, avec ses 3 hectares. Et qu'est-ce que tu vas foutre de 3 hectares ? J'en sais rien. Et quand j'avais mis en vente et tout, et quand j'ai quelqu'un qui était potentiellement intéressé, qu'est-ce que je fais après ? Parce que j'avais 53 ans. Qu'est-ce que tu fais après ? Et ça donnait une évidence que je vais aller m'exercer. Et la philosophie permaculture, je l'ai vue évoluer, les livres qui arrivaient, Mollison, Rabi, Bec et Loin, enfin tous ces trucs-là sont venus. Et c'est devenu une évidence que j'allais m'exercer à ça, et j'ai fait 0 formation. C'est ça qui est assez... Vous avez été autodidacte ? Ouais. D'accord. Je suis autodidacte de beaucoup de choses. Mais quand tu as fait 10 ans de maison de presse, je crois que tu es capable de faire beaucoup de choses après. Sûr. D'accord. Et là, c'est devenu une évidence. Et le jour où je me suis lancée, tout s'est mis en route naturellement.
des aides extérieures, enfin voilà, c'est devenu une évidence. L'entourage, en fait, vous a Ouais. encouragé, vous a suivi dans Ah oui, oui, et puis même les voisins, les trucs, enfin les cadeaux qui sont arrivés, on m'a donné des arbres fruitiers, enfin vrai, voilà, c'était une magie qui s'est opérée, et je me suis aperçue que quand on est dans un métier où c'est dur, où c'est ça, et ben, t'es sans arrêt confronté au mur. Alors que si c'est tout naturel, c'est l'autoroute, ça se passe facilement. Donc c'est ça qui est chouette. Donc vous avez parlé donc, de votre parcours, mais depuis combien de temps êtes-vous réellement donc, installé en permaculture et combien avez-vous d'hectares en fait ou même de surface 2017. 2017, d'accord. 2017, et donc j'avais 3 hectares avec cette maison. Et donc ce qui était intéressant, c'est que j'ai acheté en 2010 et je me suis installée, donc ça fait 16 et 7 ans que j'ai observé ce terrain, mais sans parler de permaculture, mais c'est devenu une évidence. Comment il se comportait, comment ça se passait, je voyais que c'était bien riche là-haut, qu'en bas, bon ben voilà, c'était plutôt l'écoulement et tout. Ouais, c'est devenu un naturel et ça s'est mis en place naturellement. Ça devenait une évidence que j'allais m'exercer à ça. Je ne savais pas ce que j'allais obtenir, mais voilà, je me suis lancée un peu comme ça. Donc maintenant, pour aller dans un contexte un peu plus pratique, vraiment comment fonctionne la permaculture. Donc est-ce qu'au début vous avez eu besoin de faire des amendements sur votre sol ou vous avez eu un sol avec une très bonne texture de base, une fertilité qui était déjà optimale? Alors je vais te dire, quand j'ai démarré, j'en avais aucune idée, aucune. Pour moi, ça devenait, c'est laisser faire la nature. L'homme veut dicter toujours qui on est, nous, pour dicter à la terre qu'elle doit se comporter comme ça, comme ça. Moi, je suis rien. Alors que, plutôt, moi, je suis partie de... Je fais confiance. Et je peux t'assurer que mon papa, qui était agriculteur, quand je lui ai dit que j'allais mettre 40 cm de paille pour étouffer l'herbe, il m'a dit, je ne sais pas si tu vas sortir des légumes à travers de la paille. Parce que c'était juste inconcevable. Et c'est vrai que c'est de l'observation, observer, expérimenter. Je fais ça, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Mais j'ai voulu jamais être déformée par quoi que ce soit. Et le faire plutôt naturellement. Donc déjà, voilà pour ça, mais c'est vrai qu'on est dans une société où c'est une agriculture donc très intensive et très poussée vers l'agrochimie. Donc comment en fait vous réussissez justement à réussir à produire en permaculture tout en ayant des adventices, des ravageurs qui peuvent interrompre? Alors justement, ça c'est l'humain qui parle, il dit oh, attention, il y a les mauvaises herbes, il y a les machins qui vont tout nous bouffer. Moi c'est simple, j'observe. Et l'observation, tu vas dans la forêt, tu vois les arbres, ils sont magnifiques, ils sont beaux, t'as pas travaillé le sol. En plus, on dit ah ouais mais ils vont avoir des maladies parce que les feuilles, elles tombent sur le sol, elles sont décomposées, et l'arbre le réassimile. On se dit, ah non mais c'est juste pas possible, ils vont se tomber malades. Mais non, ils savent se faire, ils savent se débrouiller. Et c'est ce cercle vertueux alimentaire on veut toujours casser, dire, ah j'ai des pucerons, mon Dieu. Eh ben laisse faire, les coccinelles vont arriver. Et puis même si tu perds, moi l'idée c'est d'accepter de perdre 5 à 10%. Oui. Et aujourd'hui, je perds même pas. Je perds plus. Ah, par contre, on n'aura pas des légumes standards. C'est-à-dire qu'il y aura des petits, des gros, des tordus, des machins, des troués. Mais c'est OK. Et ça, c'est accepter au client, dire ah, regardez, oh, il est beau ce légume, il est tout bizarre. Mais c'est accepter qu'on n'ait pas des choses identiques sur un étal. Ça, c'est les gens qu'il faut. Oui, c'est vrai que maintenant on a un standard du fruit, la pomme doit être ronde, sans déformation, etc. Donc c'est vrai que la permaculture d'un côté, ça évite le gaspillage, je pense. Et voilà, donc en cohésion avec la nature, c'est tout de suite plus intéressant. Donc justement, à propos de la nature, en permaculture, on est donc dans une philosophie de laisser la nature faire. Et la clé de voûte en fait de la permaculture, c'est le sol.
Donc, est-ce que vous exercez donc un travail du sol, même superficiel, ou vous laissez en fait la matière organique et les organismes vivants faire le reste? Ah ben moi, je laisse tout faire. Moi, j'en fais, mieux je me porte. Je deviens de plus en plus feignante, organisée, mais feignante. Non, c'est de l'anticipation. Un sol, quand il est couvert, il va mettre dans le noir les graines, donc il n'y aura pas d'adventice. Et puis, dessous, il y a plein de micro-organismes. Sur les 1 centimètre de la terre, c'est que des bactéries. Et c'est des bactéries de quoi? De digestion. C'est les mêmes que tu as dans la bouche. Elles digèrent. Donc, laissons faire. Quand tu vas aller travailler, que tu vas mettre au sol, ça fout le bazar. Alors, je fais 2 choses. Tant que je n'ai pas trouvé d'autres moyens là, j'utilise de la bâche d'ensilage, mais qui est jetée, qui est noire là, d'ensilage. Oui, parce qu'au bout d'1 an, elle est foutue à la poubelle. Elle est presque neuve, mais elle est foutue à la poubelle. Nous, on récupère. Et le fait de mettre dans le noir, parce que en fin de compte, nos micro-organismes, ils ont besoin de quoi? Du noir, de l'humidité et de la chaleur et de la nourriture. Et dessous, tu mets bien à manger. Et comme ça, si j'ai un bout de parcelle, comme on fait des petites parcelles, j'ai une parcelle qui est terminée, l'herbe est en train de pousser, tu mets la bâche, ça se met à travailler, et puis quand tu soulèves, c'est tout prêt à planter. Donc, est-ce que vous avez vu une amélioration depuis 2017 du sol? Donc, est-ce que vous sentez qu'il y a une meilleure circulation de l'eau, une meilleure oxygénation? Tout, c'est magique. Et ce qui est intéressant, c'est que, parce que moi j'avais une prairie, il y avait des vaches qui piétinaient, tout ça. Donc j'ai passé plusieurs années à juste broyer l'herbe, à ramasser le foin. Donc là, ça c'était un peu une idiotie, parce que je prends et je redonne et plus rien. Donc là, j'ai commencé à voir les rumex, les pissenlits, les chardons. Et là, tu dis, oh, ça va pas bien se faire. Mais j'avais pas encore l'idée du jardin. Parce que si j'avais eu l'idée, je le faisais broyer, je le laissais au sol. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Et donc, et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, tu peux mettre la main comme ça dans la terre, et tu fais ça, et c'est du couscous. Et j'ai pas d'outils. J'ai rien. Et c'est là, les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'on a, à part une tondeuse, enfin un mulcheur qui broie, c'est tout ce qu'on a de mécanisé. Tout est à la main. Et c'est magique. Ça se fait tout ça. Donc justement pour ça, est-ce que vous auriez par exemple des conseils? Par exemple, moi je sais que dans mon jardin, j'ai un sol qui est allé à 30-40% d'argile. Donc moi elle est allergique. Ça va coller, l'été ça va sécher et on sent qu'il n'y a pas une vie du sol développée. Alors si ça colle et si ça sèche, c'est que ta terre est à nu. Si elle est à l'herbe, tu vas pouvoir marcher dessus. Les racines, elles vont te faire cette espèce de matelas. Et quand tu étouffes, il faut surtout pas arracher, parce que moi c'est ce que je dis, broyer plutôt les plantes et laisser les racines au sol. Par exemple, si j'ai des choux, les choux peuvent descendre à 2 mètres de profondeur, les tomates 5 mètres. Si on imagine, là nous on essaye toujours d'arracher et virer pour mettre, parce que c'est pas propre. Mais non, c'est de la nourriture. On broie. C'est pour ça que j'ai un mulcheur qui broie, c'est pas une tondeuse. Ça broie, ça me fait... et je laisse tout au sol. Faut tout laisser. Même les tomates qui sont malades. On broie et on laisse. Donc vous avez pas par exemple, donc on sait que le mildiou par exemple, donc il y a une maladie cryptogamique, chaque année il faut brûler les pieds qui sont infestés. C'est une connerie. Pour qu'il n'y ait pas des spores qui restent dans le sol. Ouais, c'est une connerie. Et là, non, ça se fait tout seul. Et moi, en plus, on est en train de prendre le pari de faire des tomates toujours au même endroit dans les serres. Ah oui. Donc on expérimente tous les jours. Tous les jours. Et plutôt, on est là, tiens, j'ai ça, j'ai mes commandes, j'ai reçu mes plans de machin, je les mets où? Et c'est là où je vais lever la tête, je vais dire, ah tiens, cette parcelle, elle est pas mal, donc je vais me mettre là. Mais c'est tout. Je fais aucune rotation. Et vous ne trouvez pas que, par exemple, si vous mettez donc, sur une bande, une parcelle que vous avez faite, donc vous voyez que votre sol est enrichi, riche, on sait que les tomates, ça demande beaucoup d'azote, donc vous allez mettre des tomates. Première année, très bonne récolte.
Deuxième année, vous allez remettre des tomates. Mmh. Et imaginons que celle-ci attrape une maladie. Est-ce que la troisième année, vous n'aurez pas ce sentiment que ça aurait pu jouer dans le... Alors, je vais t'expliquer, c'est que dehors, bon, effectivement, avec la pluie et puis les nuits très froides qu'on a eues, ben, ça, on a eu milieu, hein, tout le monde n'a pas échappé. Mais dans les serres, la deuxième année était encore plus belle que la première. Et on est parti sur une prairie qu'on n'a même pas travaillé du tout le sol. D'accord. On a couvert, on a mis une bâche. Après, on a un peu la campagnole, donc c'est comme une grelinette, mais avec des contredents, tu vois, qui va alléger, alléger un peu le sol, c'est tout. Ou alors, si je veux faire un semis, tu vois, ça me fait gagner du temps parce que ça me fait un petit semis, mais ça travaille rien, tu vois, parce que ça fait ça, tu vois. Ça fait pas ça. Ça décompacte, en fait. Voilà, juste ça. Ça ne laboure pas. Ouais. D'accord. Donc maintenant, on était dans un cadre un peu plus agronomique. Donc moi, je sais, donc, comme j'ai pu vous dire, je suis en gestion protection de la nature. Et la biodiversité, c'est aussi un rôle donc, en permaculture pour la pollinisation, le travail du sol, etc. Est-ce que vous, dans votre exploitation agricole, en permaculture, vous mettez des installations en faveur de la biodiversité, comme des bandes enherbées, des bandes fleuries C'est que ça. Des choses comme ça. C'est que ça. C'est-à-dire que on va laisser faire cette nature et il faut lui laisser des zones sauvages pour qu'elle s'y retrouve. Moi, je vais te donner un exemple souvent que je dis aux gens, il y a deux choses. Il y a les pucerons et les limaces. Les pucerons, on dit, il nous faut les larves de coccinelle. Les larves de coccinelle te mangent une centaine de pucerons par jour. Bah oui, mais si tu fais l'hiver, c'est ce que je dis aux gens, si tu fais un terrain tout nu, que c'est tout à nu et tout ça, comment les pucerons, enfin les coccinelles vont passer l'hiver? Elles passent dans les tiges sèches d'orties ou d'autres plantes. C'est pour ça que je laisse les artichauts secs là. J'ai plein de tournesols qui sont là, mais que j'ai pas cassé. Je les laisse. C'est des perchoirs à oiseaux. Ça a été un garde-manger parce qu'ils ont les oiseaux, ils ont bouffé tous les trucs et puis etc. C'est ça qu'il faut faire. Enfin, franchement, moi je. Et donc pour les limaces, c'est pareil. Les limaces, quand tu démarres la première année et que tu mets de la paille. Waouh, t'as une invasion de limaces et ça te bouffe toutes tes salades. Alors ça, tout le monde a vécu ce genre de choses et angoisse. Il y en a qui arrêtent, qui enlèvent la paille et qui continuent, qui disent non, c'est pas possible, etc. Et ben moi, je l'ai fait la première année et je me suis aperçue pourquoi il y avait les limaces, c'est des gros estomacs. Et des gros estomacs, ils sont là pour digérer la matière organique qu'on a mis en excès. Et ce qui est normal. Et pourquoi on a plein de limaces? Parce qu'il nous manque un maillon de la chaîne. Et ben c'est les champignons, c'est les mycorhizes. Le jour où tu as justement bien favorisé ces mycorhizes et que tu as tes champignons, il y a moins de limaces. Et puis on s'est aperçu que nous, les limaces, ça stagnait dans de la vieille paille. La vieille paille, on la enlève, on la met sur nos passe-pieds pour marcher dessus. Et on met de la nouvelle paille et donc tout va bien. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des parcelles entières de salade qui ne sont pas bouffées. Si on enlève la vieille paille et on met de la nouvelle paille, on est tranquille. Donc même les oiseaux, tous les prédateurs des limaces, ils réussissent à complètement réguler en fait Donc vous ne voyez pas de limaces quand vous le baladez On a des limaces, mais bien sûr qu'on a des limaces. Mais si tu veux, l'idée, c'est de planter ton plant de salade qui a 3-4 feuilles, de lui donner tout ce qu'il faut. Donc tu lui mets de la paille sèche, la limace, elle n'aime pas trop ça quand c'est... Donc ta salade va pousser, à un moment donné, ta limace, ça va arriver, mais bon, la salade est trop grosse et puis ils vont cohabiter. Hein. C'est bien, c'est que la limace, elle te mange les feuilles mortes dessous. Oui, c'est vrai. De toute façon, si on n'avait pas de limaces, ça serait une vraie poubelle, cette planète. Elle vient digérer les matières organiques. C'est utile. C'est comme les escargots, Alors, dernière question agronomique avant de passer plus sur de la philosophie, donc de la permaculture. C'est un domaine qu'on n'a pas encore parlé, c'est l'eau. Donc, comment est-ce que vous arrivez à avoir une bonne gestion de l'eau? Est-ce que vous avez de l'irrigation, des périodes de sécheresse parfois à certains endroits, vu que c'est assez, il y a pas mal de relief. Et est-ce que
depuis 2017, grâce à la matière organique et à tout le travail que vous avez fait, l'eau est plus retenue dans votre sol. Évidemment. Évidemment, j'arrose même pas dehors. On n'arrose pas, hein? Pas de l'été, même Non. en période... Non. On laisse les choux se débrouiller. Ils font la gueule, hein, des fois, hein, mais on a... Tu pourras aller te promener, tu pourras aller voir... Enfin, bon, là, c'est peut-être fermé, mais tu pourras revenir. Mais l'idée, c'est de ne pas arroser dehors. Dehors, on n'arrose pas. Même les poireaux, les choux, on n'a pas mis une goutte d'eau. Et tu verras, voilà, c'est magnifique. Par contre, c'est de nourrir. C'est de... Si tu veux, je pense que cette matière organique, ça fait comme une grosse éponge qui s'est gorgée tous les verres avec la matière organique et redonne au sol. Avec cette couverture qui est au sol, bah, tu es super protégé. Et puis, si les plantes sont en stress hydrique, qu'est-ce qu'elles font? Elles disent, quand tu fais un labour et que tu vas faire ta semaine de labour, tes racines vont arriver là et puis elles vont pas pouvoir. Alors que nous, bah, c'est de l'éponge. Et puis ça peut descendre des mètres de profondeur. Les arbres, tu les regardes, tu travailles jamais le sol et tu les arroses pas. Et ils sont magnifiques, ils poussent. Donc si on laisse faire la nature, elle sait faire. Elle sait faire. Par contre, on arrose dans les serres, mais une fois par semaine. Nos collègues arrosent 1 à 2 fois par jour. C'est tout. On arrose 1 heure par semaine. Et c'est un goutte à goutte toutes les 30 cm. Et on met un tuyau pour 80 de large. Moi j'ai des collègues, ils mettent 2 tuyaux. Et ils arrosent une demi-heure matin et soir. Et nous on arrose. Voilà. L'idée c'est laisser faire les plantes. Et là on voit bien comment ça se débrouille. Après on n'est pas idiot dans le sens où on se dit ah ouais non là quand... parce que en fin de compte les plantes elles nous parlent. C'est les plantes qui nous disent. C'est la terre qui nous parle à travers les plantes. Et si la plante fait trop la traite, bon, on va lui mettre un petit peu dehors. Mais jusqu'à maintenant, ça fait 5 ans, ça se débrouille. Donc là, on voit que vous êtes installé depuis pas longtemps. On voit que la permaculture fait déjà ses effets. Moi, personnellement, je suis persuadé que c'est l'agriculture de demain. L'agroécologie, c'est l'agriculture de demain. Au niveau de la gestion de la ressource en eau, de la fertilité et de faire en fait du biomimétisme des écosystèmes comme la forêt qui va recycler la matière organique. Est-ce que vous aurez des conseils pour les générations futures ou même de futurs agriculteurs qui n'osent pas s'installer en permaculture, qui pensent que ce n'est pas assez peut-être rentable ou même que la nature ne suffit pas à elle seule pour produire et nourrir le monde? Il y a juste un problème dans notre système agricole, c'est l'investissement. Si tu t'engorges d'investissement dès le départ, t'es foutu. C'est sûr, c'est que ça. Moi, j'ai mis 20-25 000 euros pour démarrer. Parce que j'avais vendu mon librairie, même si j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai gardé 20-25 000 euros pour m'installer. Et je me suis autofinancée, mais j'ai zéro matériel. Zéro matériel, aujourd'hui, je sème, je plante, je récolte. J'ai pas de dépenses. Et c'est ça qui me permet de gagner. C'est ça. Le problème de l'agriculture aujourd'hui, on dit, ah, tu vas t'installer, il te faut quoi? Le tracteur, 150 000 euros, il te faut ci, il te faut ça, il te faut ça. Et là, ça y est. Mais ça profite à qui, tout ça? Pas à toi. Ça va profiter à tout. Je vais le dire, les improductifs qui nous enquiquinent, la banque, l'assurance, le comptable, l'expert comptable, le système gouvernement, etc. C'est tous des chacals qui viennent se prendre là, et toi, il ne te reste même pas les miettes. Et c'est quoi ce bazar? C'est quand même toi qui fais des heures, c'est toi qui bosses, et c'est à toi d'être le payé en premier. Non, tout cela, ils viennent tous se servir, et toi, tu dis, bah, qu'est-ce qu'il me reste? Il ne me reste plus rien. Il y en a qui, au bout de 5 ans, ils sont toujours au RSA. Tu trouves ça normal, toi? Travailler des 70 heures et tout?